Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de ce journal. Des appels à la démission du président de la République. Des milliers de Tunisiens ont manifesté dimanche dernier dans la capitale pour dénoncer la politique du chef de l'État Kais Saied, accusé d'être responsable de la crise économique. Le réchauffement climatique fait peser des menaces croissantes sur le Tchad, avec un impact important sur le secteur agricole mis à rude épreuve par la sécheresse. Dans ce journal également, un point sur le Ballon d'Or 2022 et les joueurs africains nominés. La cérémonie se tient ce lundi à Paris. Mais tout d'abord, l'actualité au Sénégal où les forces de l'ordre ont dispersé hier dimanche un rassemblement de l'opposition. C'était à Mbour, à moins d'une centaine de kilomètres de la capitale Dakar lors de la tournée d'Ousmane Sonko. L'opposant a entamé une visite dans l'ouest du pays dans le cadre de sa tournée appelée Némé-Koutour. Le rassemblement a été dispersé par la gendarmerie à coups de gaz lacrymogène. Pour se justifier, la gendarmerie aurait indiqué qu'il s'agissait d'un attroupement illégal. C'est ce qu'avance le PASTEF, les Patriotes, le parti du candidat à la présidentielle de 2024. Mais pour l'heure, toujours aucune déclaration officielle de la gendarmerie sur ces événements de dimanche. Pour rappel, Ousmane Sonko, qui se définit comme un opposant radical au président Macky Sall, était arrivé troisième à la présidentielle de 2019. Face aux pénuries récurrentes de denrées de première nécessité sur fond de controverses sur la question du pouvoir entièrement détenu par le président Kais Saied, les Tunisiens sont excédés. Ils étaient des milliers à manifester samedi dernier dans la capitale contre le régime en place. Samantha Saberou Saboubanga. Kais Saied out, Kais Saied game over sont quelques-unes des phrases qu'on pouvait lire sur les pancartes des milliers de Tunisiens qui ont manifesté samedi 15 octobre 2022 à Tunis pour dénoncer la politique du président Kais Saied qu'ils accusent d'être responsable de la grave crise économique dans laquelle le pays est plongé. Personne ne sait où va la Tunisie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce qu'on observe c'est que le pays va entrer dans une période de turbulence et peut-être cette période de turbulence va se transformer en violence et donc le pays à ce moment-là entrera dans l'inconnu. Mais en tout cas le pays n'a pas de solution immédiate. Les caisses sont vides, la situation des Tunisiens est vraiment dégradée et le contexte mondial n'est pas à l'apaisement. Né par le Front de Salut National, une coalition de partis d'opposition, les manifestants ont traversé les rues principales de la capitale tunisienne, appelant au départ du président. Déjà affaibli par la pandémie du Covid-19, l'économie tunisienne a été également affectée par le conflit russo-ukrainien qui a renchéri les importations de céréales et des hydrocarbures dont elle est dépendante. Donc le président tunisien, on voit qu'il est en difficulté pour pouvoir proposer une alternative, ou en tout cas une perspective pour les Tunisiens et dans ce contexte, la Tunisie elle est dans une situation financière extrêmement tendue. Les discussions avec le FMI sont en voie d'apporter une solution provisoire, en tout cas pour réduire les contraintes actuelles, mais la perspective reste extrêmement dangereuse pour le pays parce que la crise est multiforme et la Tunisie aujourd'hui n'arrive pas à en sortir, à proposer des pistes pour... je pense que c'est un véritable problème de gouvernance qui se pose dans ce pays. La Tunisie qui est étranglée par une dette supérieure à 100% de son PIB et incapable d'emprunter sur les marchés internationaux est en négociation avec le Fonds monétaire international FMI pour un prêt d'environ 2 milliards de dollars. Le Tchad est l'un des pays parmi les plus vulnérables au changement climatique, un fléau qui provoque la détresse notamment des agriculteurs car faisant face à la sécheresse, une sécheresse qui décime les récoltes et qui fait craindre une explosion de l'insécurité alimentaire. Reportage entre correspondants au Tchad, Mahamat Ramadan.
Après plusieurs mois de formation, Idia Abdoulaye, une paysanne du village de Gonoré dans la province de Chariba-Guimi, s'active dans la production de semences améliorées. Encadrée et soutenue par le projet de renforcement de la productivité des exploitations agropastorales et familiales, elle est l'une des principales fournisseuses de semences dans la région. Aujourd'hui, Idia Abdoulaye est satisfaite de ses activités agricoles et soutient économiquement sa famille en cette période de soudure. L'année passée, j'ai fait un champ d'1 hectare de semences de la variété de sorgho S35 et j'ai récolté 13 sacs de 80 kg. Après la certification semencière, il m'est resté 11 sacs qui m'ont rapporté 750 000 francs CFA. Une somme qui m'a permis d'envoyer mon enfant étudiant en Djamena, acheter des chèvres pour mon élevage domestique et constituer un petit capital pour mes activités génératrices de revenus. Productrice de semences, Idia Abdoulaye compte partager son expérience avec les autres paysans autour d'elle pour les aider à faire face au changement climatique et à améliorer les rendements agricoles dans la région. Une vision encouragée par le programme de coopération Tchad-FIDA qui appuie les initiatives locales au profit de l'autosuffisance alimentaire et l'épanouissement socio-économique des ménages ruraux. Tous les services que nous apportons, c'est d'abord pour d'autres personnes. Et si ces personnes, à travers leurs constats, à travers leur raisonnement, à travers ce qu'ils nous ont montré et ce qu'ils nous ont dit, sont satisfaites, il y a lieu de dire que nous aussi, nous sommes satisfaits et que tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui par les différents projets qui ont été financés par le FIDA et le gouvernement ont été gérés de façon efficace et efficiente. Pour rappel, le Tchad est en état d'urgence alimentaire depuis juin 2022 et les initiatives locales pour lutter contre la malnutrition sont soutenues et ses partenaires au développement. C'est le cas du Fonds international pour le développement agricole qui appuie les initiatives locales en faveur de l'agriculture paysanne. En Afrique, près de 10% de la population vit avec un handicap. Trouver un travail, se déplacer, le quotidien peut se révéler pour la majorité d'entre eux un véritable parcours du combattant en raison d'un environnement inadapté et d'une prise en charge insuffisante. Focus aujourd'hui sur la situation au Cameroun dans ce sujet signé Joël Ballot. Au Cameroun, la vulnérabilité des populations exposées aux catastrophes naturelles est fonction des conditions socio-économiques dans lesquelles elles se trouvent. À l'occasion de la Journée internationale pour la prévention des catastrophes naturelles, le 13 octobre 2022, les membres de la société civile sont allés à la rencontre des personnes handicapées afin d'échanger sur leur statut de première victime des catastrophes naturelles et sur les stratégies de réduction de cette vulnérabilité face au risque de catastrophe. Il est question que nous voyons que les différents acteurs, ceux qui interviennent sur le terrain, aient cette approche qui consiste à travailler avec les personnes handicapées, à associer, à inclure les personnes handicapées dans nos différentes actions. Si nous cherchons à faire l'inclusion dans ce que nous faisons, à plus forte raison dans la réduction des risques de catastrophes. Pour accompagner les personnes handicapées dans le processus d'inclusion sociale, en mai 2022, le ministère des Affaires sociales a accordé la dispense d'âge aux invalides lors des recrutements de la fonction publique de l'État du Cameroun. De plus, en collaboration avec le ministère de la Santé, les dites entités se sont engagées en juillet à mutualiser leurs efforts pour viabiliser le Centre national de réhabilitation des handicapés, une nécessité pour l'équilibre social des invalides. Que les chefs de bloc, les chefs traditionnels soient impliqués pour recenser les personnes handicapées, pour qu'on sache qu'à tel niveau, à tel domicile, dans la localité se trouve une personne handicapée. Ça permettra de faire une bonne prévention par rapport à la gestion des catastrophes. Nous devons à notre niveau être proches de notre communauté. Nous devons être ancrés dans la communauté afin que les voisins, l'entourage, la famille nous aident à juguler ces risques et catastrophes. Selon le ministère de la Santé, les personnes handicapées au Cameroun représentent plus de 10% de la population. Aussi, avec l'appui de la Croix-Rouge, l'Association pour la promotion des personnes handicapées invite à l'adoption des mesures d'atténuation et de secours sur lesquelles les personnes handicapées peuvent compter en cas de sinistre. Un mois du coup d'envoi de la très controversée Coupe du monde de football qui se tiendra
Au Qatar du 20 novembre au 18 décembre, les critiques se multiplient à travers le monde à l'égard de son organisation dans l'Émirat en cause. La violation des droits humains, des milliers de travailleurs immigrés sont morts lors de la construction des stades. Il y a aussi la question écologique avec les stades climatisés. Tour d'horizon des positions des uns et des autres, c'est un sujet de José Douglas. D'abord, rappelons les pays de notre continent qui prendront part à ce mondial qui aura lieu du 20 novembre au 18 décembre 2022. Le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, le Ghana et le Cameroun. Depuis quelques semaines, plusieurs villes d'Europe ont annoncé avoir fait le choix de ne pas installer d'écran géant pour suivre la compétition. D'autres promettent de ne pas regarder les matchs, une question qui divise. Pour certains, il serait question d'économie à cause de la crise et le contexte énergétique. Certains observateurs dénoncent un double langage des villes, brandissant aussi l'argument des droits de l'homme. Et aujourd'hui, on focalise le Qatar parce qu'il prépare une Coupe du Monde et on essaie de prendre le football en otage. Alors que je pense que ça aurait pu se passer avant et soulever certains problèmes qui sont soulevés. Je crois que c'est un faux problème pour l'instant aujourd'hui. On veut mettre le football en avant pour, soi-disant, révéler certains problèmes derrière, notamment au niveau des droits de l'homme, etc. C'est un peu dommage que ça se passe maintenant. Pourquoi ils n'en ont pas parlé avant ? Depuis l'attribution de l'organisation de ce mondial au Qatar en 2010, la tenue de cette compétition dans l'État du Golfe a toujours fait l'objet de critiques, et essentiellement à propos de l'impact écologique de l'événement et les violations supposées des droits humains lors de la construction des stades. Officiellement, 3 morts ont été recensés, mais l'Organisation internationale du travail présente un autre chiffre de 50 travailleurs décédés, et même plus, et des émigrés pour la plupart. Non, on ne va pas boycotter. Vous savez, le football, il est mondial. Il doit se jouer partout. Pourquoi est-ce que... Moi, je fais partie de ceux qui pensent que la Coupe du Monde doit être le plus démocratisée possible. On doit s'attendre à une Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. On doit s'attendre à une Coupe du Monde à Madagascar. On doit s'attendre à une Coupe du Monde au Brésil, au Canada. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait jouer la Coupe du Monde que dans des pays dits grands ? La dernière décision de boycott vient de la ville de Paris où le club du Paris Saint-Germain bat pavillon qatari depuis 2011 et des élus occupent la tribune VIP du Parc des Princes. La France qui, selon les experts, est le deuxième pays dans lequel le Qatar investit le plus en Europe, derrière le Royaume-Uni. Encore quelques heures d'attente. La cérémonie du Ballon d'Or 2022 se déroule ce lundi 17 octobre au Théâtre du Châtelet à Paris. Le début de la cérémonie officielle est prévu à 20h30, heure locale. Le Français du Real Madrid, Karim Benzema, est le favori du Ballon d'Or 2022, mais il a face à lui 29 concurrents. Sur la liste des 30 nominés figurent des Africains, le Sénégalais Sadio Mané du Bayern Munich, l'Égyptien Mohamed Salah de Liverpool. Et du côté du Ballon d'Or féminin, sur une liste de 20 joueuses nominées, on retrouve la Nigériane Asisat Oshoala du FC Barcelone. Écoutez l'analyse du journaliste Bamba Kassé. Écoutez, moi je pense qu'intrinsèquement, aujourd'hui, sur la balance, si on met Sadio Mané et Benzema, Sadio Mané a été un joueur très influent pour l'équipe du Sénégal, c'est vrai. Il a gagné la CAN pour la première fois de l'histoire de ce pays. Mais après, on a quand même, du point de vue des statistiques pures, on a vu l'influence de Benzema dans les performances du Real Madrid, notamment en Ligue des Champions. Il a été stratosphérique. Hein, et je pense que Sadio Mané lui-même l'a reconnu. Hein. Il y a une semaine, il a dit que très sincèrement, il considère que c'est Benzema qui mérite le Ballon d'Or. Ça ne veut pas dire qu'il manque d'ambition. Bon, pour le moment, il vient d'enchaîner 2 Ballons d'Or africains. Mais moi, je pense que oui, Benzema, avec toute la saison qu'il a menée, aussi bien en sélection, mais surtout en club et en compétition internationale de club, je pense que quand même qu'il le mérite. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.